117. Du repos. 115. Ensuite, certains se sont aussi heurtés à des apories à propos du repos en tant qu'il concerne la nature, disant que le mobile n'est pas en repos, mais que tout corps est perpétuellement mu selon les suppositions des dogmatiques, qui disent que la substance est fluente et toujours sujette à des pertes et à des additions, comme Platon qui dit que les corps n'existent pas, mais les appelle plutôt des réalités en devenir, et Héraclite qui assimile la mobilité de notre matière à la furie du flot d'un fleuve. Donc aucun corps n'est au repos. 116. On est d'avis que ce qui est dit être au repos est contenu dans les choses qui l'entourent, et que ce qui contient subit quelque chose, mais rien ne subit puisque rien n'est cause, comme nous l'avons rappelé, donc rien non plus n'est en repos. Certains proposent aussi ce raisonnement. Ce qui est en repos pâtit, ce qui pâtit est mu, donc ce qui est dit en repos est mu, mais il est mu et il n'est pas en repos. 117. S'il est mu, il n'est pas en repos. 117. À partir de cela, il est manifeste qu'aucun incorporel non plus ne peut être en repos. Si en effet ce qui est en repos pâtit et que pâtir est le propre des corps, si bien sûr c'est le cas, et non pas de l'incorporel ne pourra ni pâtir ni être en repos, donc rien n'est en repos. 118. Tel est tout ce que nous dirons sur le repos. Mais puisque chacune des notions étudiées ci-dessus ne peut être pensée sans lieu ou sans temps, nous devons en venir à l'examen de ces notions. En effet, si l'on montrait qu'elles sont inexistantes, pour cette raison, chacune des autres notions serait aussi inexistante. Mais commençons par le lieu. 18. Du lieu. 119. On parle de lieu en deux sens, proprement et approximativement. Approximativement, c'est le lieu au sens large, comme la cité est mon lieu. Proprement, c'est le lieu qui accueille exactement quelque chose, ce qui entoure exactement. Nos recherches portent sur le lieu, au sens exact. Certains l'ont posé, d'autres l'ont supprimé, d'autres ont suspendu leur assentiment à son propos. 120. Parmi eux, ceux qui affirment son existence se réfugient du côté de l'évidence. Qui, en effet, demande-t-il, dirait qu'il n'existe pas de lieu en voyant les parties du lieu, comme la droite et la gauche, le haut et le bas, l'avant et l'arrière, quand il se trouve à différents endroits, à différents moments, remarquant que là où mon maître menait le dialogue, c'est maintenant moi qui le mène, quand il saisit qu'il y a des lieux différents pour les choses légères par nature et pour celles qui sont lourdes par nature. 121. Et aussi en entendant les anciens dire, d'abord est né le chaos, Hésiode dans Théogonie. Ils disent que le lieu est le chaos du fait qu'il est capable de contenir en lui les choses qui y naissent. Et disent-ils, s'il existe quelque chose qui soit un corps, le lieu aussi existe. Sans lui, en effet, le corps n'existerait pas. Et s'il existe des choses par lesquelles, et des choses à partir desquelles il existe aussi des choses dans lesquelles, ce qui précisément est le lieu, or c'est vrai des premières dans les deux cas, donc c'est vrai dans le second cas pour les deux. 122. En revanche, ceux qui suppriment le lieu n'admettent pas que les parties du lieu existent. En effet, le lieu n'est rien en dehors de ses parties, et quiconque s'efforce de conclure que le lieu existe en prenant ses parties comme existantes, veut établir la chose recherchée à l'aide d'elle-même. De la même manière, ils profèrent aussi des sottises, ceux qui disent que quelque chose naît ou est né dans un lieu, alors qu'en général le lieu n'est pas admis. Et ils supposent aussi l'existence du corps alors qu'elle n'est pas immédiatement admise. De plus, le ce par quoi et le ce à partir de quoi se montre inexistant de la même manière que le lieu. 123. Quant à Hésiode, il n'est pas un juge fiable en matière de philosophie. En écartant aussi ainsi les arguments qui sont apportés en vue d'établir l'existence du lieu, il démontre de manière fort variée qu'il est inexistant en recourant à celle des positions des dogmatiques qui semblent avoir plus de poids concernant le lieu, celle des stoïciens et celle des péripatéticiens, de la manière suivante. 124. Les stoïciens disent qu'un vide est ce qui est sûr, qui est susceptible d'être occupé par un étang, mais n'est pas occupé. Or, que c'est un intervalle privé de corps, ou un intervalle non occupé par un corps, alors qu'un lieu est un intervalle occupé par un étang et égal à ce qu'il occupe, qu'en l'occurrence, ils appellent le corps. Et un espace est un intervalle à un endroit occupé par un corps et à un autre non occupé, certains disant que l'espace est le lieu d'un grand corps, de sorte que la différence entre lieu et espace est une différence de grandeur. 125. On répondra donc que, puisqu'ils disent que le lieu est un intervalle occupé par un corps, en quel sens le disent-ils, un intervalle ? Est-ce seulement la longueur du corps, ou sa largeur, ou sa profondeur, ou les trois dimensions? Car si c'est une dimension, le lieu ne sera pas égal à l'objet dont il est le lieu. En plus de quoi, ce qui enveloppe quelque chose sera partie de ce qui l'enveloppe, ce qui est tout à fait invraisemblable. 126. Mais si ce sont les trois dimensions, puisque ni un vide ni un autre corps ayant une dimension ne se trouve dans ce qu'on appelle le lieu, mais seulement le corps qui est composé de dimensions, c'est-à-dire la longueur, la largeur, la profondeur et la résistance,
qui est dit appartenir aux dimensions précitées. Le corps lui-même sera son propre lieu, et la même chose un enveloppant et un enveloppé, ce qui est absurde. Donc il n'y a pas de dimension d'un lieu quand il est posé. Pour cette raison, le lieu n'est pas même quelque chose. 127. On propose aussi l'argument suivant. Puisque des dimensions doubles ne sont pas observées à propos de chacune des choses qui sont dites être dans un lieu, mais qu'il n'y a qu'une longueur, qu'une largeur, qu'une profondeur, est-ce que ces dimensions sont celles du corps seul ou du lieu seul, ou des deux? Mais si c'est du lieu seul, le corps n'aura pas de longueur, ni de largeur, ni de profondeur propre. De sorte que le corps ne sera pas non plus un corps, ce qui est absurde. 128. Mais si c'est des deux, puisque le vide n'a aucune existence en dehors de ces dimensions, ces dimensions du vide sont sous-jacentes au corps et constituent le corps lui-même, ce qui compose le vide composera aussi le corps. En effet, en ce qui concerne l'existence de la résistance, rien ne peut être assuré, comme nous l'avons suggéré plus haut. Mais si les dimensions sont les seules choses apparentes concernant ce qu'on appelle un corps, qu'elles sont celles du vide et qu'elles sont la même chose que le vide, le corps sera le vide, ce qui est absurde. Mais si ce sont les dimensions du seul corps, rien ne sera dimension du lieu, donc il n'y aura pas de lieu. Si l'on ne peut trouver une dimension du lieu par aucune des manières dites ci-dessus, le lieu n'existe même pas. 129. Outre cela, on dit que lorsque le corps s'introduit dans le vide et qu'un lieu vient à l'être, le vide soit demeure, soit se retire, soit est détruit. Mais s'il demeure, la même chose sera à la fois pleine et vide. S'il se retire par un mouvement de déplacement, on est détruit en changeant le vide. Ou est détruit en changeant. Le vide sera un corps, car ses affects seront son propre corps. Mais il est absurde de dire que la même chose est vide et pleine, ou que le vide est un corps. Il est donc absurde de dire que le vide est susceptible d'être occupé par un corps et de devenir un lieu. 130. Pour ces raisons, le vide lui aussi se trouvera être non existant, s'il est vrai qu'il n'est pas capable d'être occupé par un corps et de devenir un lieu. On a dit en effet que le lieu est ce qui est susceptible d'être occupé par un corps, mais l'espace est renversé en même temps que. Effectivement, si un grand lieu est un espace, celui-ci est circonscrit dans le lieu, et si l'espace est d'un côté occupé par un corps et de l'autre côté un intervalle vide, il est supprimé avec les deux. 131. Tel est ce que l'on peut dire, et l'on pourrait en dire plus, contre la position des stoïciens sur le lieu. Les péripatéticiens affirment que le lieu est la limite de l'enveloppant en tant qu'il enveloppe, de sorte que mon lieu est la surface de l'air qui entoure mon corps. Mais si c'est cela le lieu, la même chose sera et ne sera pas. En effet, quand le corps va venir à l'être à un certain lieu, dans la mesure où rien ne peut venir à l'être dans quelque chose qui n'existe pas, il faut que le lieu préexiste pour qu'ainsi le corps y vienne à l'être. Et pour cette raison, le lieu existera avant que le corps, dans le lieu, y vienne à l'être. Mais en tant que le lieu est achevé quand la surface de l'enveloppant entoure l'enveloppé, le lieu ne peut pas exister avant que le corps y apparaisse, et pour cette raison, il n'existera pas à ce moment. Mais il est absurde de dire que la même chose existe et n'existe pas. Donc le lieu n'est pas la limite de ce qui enveloppe en tant qu'il enveloppe. 132. Outre cela, si le lieu est quelque chose, il est ou bien engendré ou bien inengendré. Mais il n'est pas inengendré, car, disait-il, il est achevé quand il entoure le corps qui est en lui. Mais il n'est pas non plus engendré, en effet, s'il est soit le lieu dans lequel on dit qu'il est déjà ce qui est dans le lieu est engendré quand le corps est dans ce lieu, soit il est engendré quand ce corps n'est pas en lui. 133. Mais ce n'est ni quand il y est, car le lieu du corps qui est en lui existe déjà, ni quand il n'y est pas, s'il est vrai, comme ils le disent, que l'enveloppant entoure l'enveloppé, et que c'est ainsi que le lieu vient à l'être, mais que rien ne peut entourer ce qui n'est pas en lui. Mais si le lieu ne vient pas à l'être, ni quand le corps y est, ni quand il n'y est pas, et qu'on ne peut rien concevoir en dehors de ces cas, le lieu n'est pas non plus engendré. Mais s'il est ni engendré ni inengendré, il n'existe pas. 134. Mais d'une manière plus générale, on peut aussi dire ceci. Si le lieu est quelque chose, c'est soit un corps, soit un incorporel. Or, les deux cas conduisent à l'aporie, comme nous l'avons suggéré. Donc le lieu, lui aussi, est objet d'aporie. Le lieu est pensé relativement au corps dont il est le lieu. Mais le raisonnement qui concerne l'existence du corps mène à l'aporie. Donc il en est de même pour celui qui concerne le lieu. Le lieu de chaque chose n'est pas éternel, mais comme on dit qu'il vient à l'être, il se trouvera être non existant étant donné que la génération est non existante. 135. Il est possible d'ajouter encore beaucoup d'autres choses, mais pour ne pas allonger notre propos, nous induirons que les sceptiques sont à la fois ébranlés par les raisonnements et gênés par l'évidence. C'est pourquoi nous ne prenons aucun des deux partis, pour autant que ce que disent les dogmatiques est valable, mais nous suspendons notre assentiment à propos du lieu. 19. Du temps. 136. Nous ressentons la même chose dans notre recherche sur le temps. En effet, pour autant que l'on s'en tient aux apparences, il semble que le temps existe, mais pour autant que l'on considère les raisonnements qui le concernent, il apparaît non existant. En effet, les uns, les stoïciens,
disent que le temps est un intervalle du mouvement du tout partout, j'entends l'univers. D'autres, les platoniciens, que c'est le mouvement lui-même de l'univers. Pour Aristote, ou selon certains Platon, c'est le nombre de ce qui est antérieur et postérieur dans le mouvement. Pour Straton, ou selon certains Aristote, c'est la mesure du mouvement et du repos. 137. Pour Épicure, à ce que dit Démétrios de Laconie, c'est la coïncidence des coïncidences accompagnant les jours et les nuits, les saisons et les affects, l'absence d'affects, les mouvements et les repos. 138. En ce qui concerne sa substance, certains ont dit qu'il était un corps, comme les disciples d'Énésidème, pour qui ne diffère en rien de l'étang et du premier corps, d'autres un incorporel. Donc, soit toutes ces positions sont vraies, soit elles sont toutes fausses, soit certaines sont vraies et certaines fausses. Mais il n'est pas possible que tout soit effectivement vrai, car la plupart sont en conflit entre elles, pas plus qu'il ne pourrait être accordé par les dogmatiques qu'elles sont toutes fausses. 139. Par ailleurs, si l'on accordait qu'il est faux que le temps est un corps, et faux aussi qu'il est incorporel, une existence du temps serait immédiatement accordée, car il ne peut y avoir rien d'autre que cela. Il n'est pas non plus possible de saisir lesquelles sont vraies et lesquelles sont fautes, du fait de désaccords entre positions de force égale et de l'aporie, en ce qui concerne le critère et la démonstration. 140. De sorte que pour ces raisons, il ne sera pas possible de réassurer sur le temps. Ensuite, puisqu'on est d'avis que le temps n'existe pas sans mouvement, ni non plus sans repos, le mouvement ayant été supprimé, et de la même manière le repos, le temps est supprimé. Néanmoins, certains n'en disent pas moins ceci sur le temps. S'il existe un temps, il est soit limité, soit infini. 141. Mais s'il est limité, il a commencé à un certain temps, et il s'achèvera à un certain temps. Et pour cette raison, il y avait un temps quand il n'y avait pas de temps, avant qu'il ait commencé. Et il y aura du temps quand il n'y aura plus de temps, après qu'il se sera achevé. Ce qui est absurde. Le temps n'est donc pas limité. 142. Mais s'il est infini, puisque quelque chose de lui est dit passé, quelque chose présent et quelque chose futur, le futur et le passé sont ou ne sont pas. Mais s'ils ne sont pas, étant donné qu'il ne restera que le présent, lequel est très petit, le temps sera limité, et il s'en suivra les apories signalées ci-dessus. Mais si le passé existe et le futur existe, chacun d'eux sera présent. Mais il est absurde de dire que le temps passé et le temps futur sont présents. Donc le temps n'est pas non plus infini. Mais s'il est ni infini ni limité, le temps n'existe pas du tout. 143. Outre cela, si le temps existe, il est soit divisible, soit indivisible. Or, il n'est pas indivisible. En effet, il est divisé en présent, passé et futur, comme ils le disent eux-mêmes. Mais il n'est pas non plus divisible. En effet, chacune des choses divisibles est mesurée par l'une de ses parties. La partie mesurante étant appliquée à ce qui est mesuré, comme lorsque nous mesurons une coudée avec un doigt. Mais le temps ne peut être mesuré à l'aide d'une de ses parties. Si en effet le présent mesure le passé, cela étant dit pour les besoins du raisonnement, il sera appliqué au passé, pour cette raison sera passé, pour le futur de la même manière il sera futur. Et si le futur mesurait les autres, il serait présent et passé, et de même le passé serait futur et présent, ce qui est invraisemblable. Donc le temps n'est pas non plus divisible, mais s'il n'est ni indivisible ni divisible, il n'existe pas non plus. 144. On dit que le temps se divise en trois parties, le passé, le présent et le futur. Parmi elles, le passé et le futur n'existent pas. Si en effet le temps passé et le temps futur existaient maintenant, chacun d'eux serait présent. Mais le présent n'existe pas non plus. Si effectivement le temps présent existe, il est soit indivisible, soit divisible. Or, il n'est pas indivisible. C'est en effet dans le temps présent qu'on dit que les choses qui changent, changent, et ne changent pas dans un temps sans partie. Par exemple, le fer qui devient mou, ou chacun des autres cas de ce genre. De sorte que le temps présent ne sera pas indivisible. 145. Mais il n'est pas non plus divisible. En effet, il ne peut pas être divisé en présent, puisque du fait du flux impétueux des choses qui sont dans l'univers, on dit que le présent se change imperceptiblement en passé. Mais il ne peut pas non plus être divisé en passé et futur. En effet, ils seront non existants, l'une de ces parties n'étant plus et l'autre n'étant pas encore. 146. De là. Cette phrase qui rompt la démonstration de la non-divisibilité du présent est peut-être déplacée. De là vient aussi que le présent ne peut pas être le terme du passé et le commencement du futur, puisqu'à la fois il serait et ne serait pas. Il existera en tant que présent et n'existera pas puisque ces parties n'existent pas. Donc, il ne sera pas non plus divisible. Mais si le présent n'est ni indivisible ni divisible, il n'existe pas non plus. Mais étant donné que ni le présent, ni le passé, ni l'avenir n'existent, il n'existe pas non plus quelque chose qui soit le temps, car ce qui est composé de choses non existantes est existante et non existante. 147. Le raisonnement suivant est aussi formulé à propos du temps. Si le temps existe, il est soit engendré et corruptible, soit inengendré et incorruptible. Or, il n'est pas inengendré et incorruptible, s'il est vrai que de lui quelque chose est dit passé et de ne plus exister, et quelque chose de lui est dit futur et de ne pas encore exister.
148. Mais il n'est pas non plus générable et corruptible. En effet, les choses qui naissent doivent naître de quelque chose qui existe, et les choses qui sont détruites doivent être détruites en quelque chose d'existant, selon les hypothèses des dogmatiques eux-mêmes. Si donc le temps est détruit dans le passé, il est détruit en quelque chose de non existant. Et s'il est engendré à partir du futur, il est engendré d'un non existant. Aucun des deux, en effet, n'existe. Mais il est absurde de dire que quelque chose est engendré d'un non-existant ou se corrompt à un non-existant. Le temps n'est donc pas engendré et corruptible. Mais s'il est ni engendré et incorruptible, ni engendré et corruptible, il n'est absolument pas. 149. Outre cela, puisqu'on est d'avis que tout ce qui est engendré, il est dans le temps, si le temps est engendré, il est dans le temps. Donc, soit il est lui-même engendré en lui-même, soit comme temps différent dans un temps différent. Mais si c'est lui-même en lui-même, la même chose sera et ne sera pas. En effet, puisque ce en quoi quelque chose est engendré doit préexister à ce qui est engendré en lui, le temps qui est engendré en lui-même, s'il est engendré, n'est pas encore, et si c'est en lui-même qu'il est engendré, il est déjà. De sorte qu'il n'est pas engendré en lui-même. 150. Mais il ne l'est pas non plus comme un temps différent dans un temps différent. Il a, en effet, le présent est engendré dans le futur, le présent sera futur, et si c'est dans le passé, il sera passé. Et il faut dire la même chose des autres temps, de sorte que le temps n'est pas engendré comme un temps différent dans un temps différent. Mais s'il n'est engendré ni lui-même en lui-même, ni comme temps différent dans un temps différent, le temps n'est pas engendré. N'étant donc ni engendré ni inengendré, il n'existe absolument pas, car chacun des étangs doit être engendré ou inengendré. 20. Du nombre. 151. Mais puisqu'on est d'avis que le temps ne s'observe pas sans nombre, il ne serait pas absurde de faire aussi brièvement un excursus sur le nombre. En effet, pour autant que nous suivons la coutume, nous parlons sans soutenir d'opinion de dénombrer quelque chose, et nous savons par oui dire qu'il existe quelque chose comme le nombre. Mais la curiosité excessive des dogmatiques a mis aussi en branle un raisonnement contre le nombre. 152. Ainsi, les successeurs de Pythagore disent que les nombres sont aussi les éléments de l'univers. Ils disent que les choses apparentes sont composées de quelque chose, mais qu'il faut que les éléments soient simples. Donc, les éléments sont obscurs. Mais parmi les choses obscures, les unes sont des corps, comme les vapeurs, et les masses, et les autres des incorporels, comme les formes, les idées, les membres. Parmi elles, les corps sont composés étant constitués de longueur, de largeur, de profondeur et de résistance ou de poids. Donc, les éléments sont non seulement obscurs, mais aussi incorporels. 153. Par ailleurs, chacun des incorporels, quand on l'observe de près, a un nombre. En effet, il est 1, 2 ou plus. De là, on conclut que les éléments des étangs sont les nombres obscurs, incorporels et observés dans toute chose. Et pas simplement le nombre, mais l'unité et la dyade indéfinie qui naît de l'association de l'unité et par participation à laquelle les autres deux deviennent des deux. 154. En effet, ils disent que 2, x, sont engendrés les autres nombres observés dans les choses nombrées et que 2, l'univers, est constitué. Le point, effectivement, occupe la place de la notion de l'unité. La ligne, celle du 2, des ux chiffres. On la repère en effet entre deux points. La surface, celle du 3, ils disent en effet qu'elle est l'écoulement latéral d'une ligne vers un autre point situé de côté. Le corps, celle du 4. Il est produit en effet par un soulèvement de la surface vers un point situé au-dessus. 155. Ainsi, imagine-t-il les corps et l'univers entier qui, disent-ils, est régi par des rapports harmoniques. La quarté, et qui est un rapport épitrite, comme celui du 8 à 6, la quinte, rapport d'1,5 à 1, comme de 9 à 6, l'octave, rapport double, comme de 12 à 6. 156. Voilà donc le contenu de leur rêve, et ils établissent que le nombre est quelque chose de différent des choses nombrées, disant que si l'animal, par exemple, est selon son rapport propre 1, la plante, puisqu'elle n'est pas un animal, ne sera pas une. Mais une plante est une. Donc ce n'est pas en tant qu'animal que l'animal est un, mais en vertu de quelque chose d'autre observé en même temps que lui, en dehors de lui, dont chacun participe et par lequel il est un. Et si le nombre, c'est les choses nombrées, puisque les choses nombrées sont hommes, bœufs, chevaux, par exemple, le nombre sera homme, bœuf, chevaux. Et il sera blanc, noir et barbu, s'il se trouve que les choses qui sont mesurées sont telles. 157. Mais ceci est absurde. Le nombre n'est donc pas les choses nombrées, mais a une existence propre à côté d'elles, suivant laquelle il est observé dans les objets nombrés et les éléments. Quand ils eurent conclu de cette manière que les objets nombrés ne sont pas le nombre, s'introduisit furtivement l'aporie relative au nombre. On dit en effet que si le nombre existe, le nombre est soit les choses nombrées elles-mêmes, soit quelque chose de différent d'elles et extérieur à elles. Mais le nombre n'est ni les choses nombrées elles-mêmes, comme l'ont montré les pythagoriciens, ni quelque chose d'autre qu'elles, comme nous allons le suggérer. Donc le nombre n'est rien. 158.
Que le nombre ne soit rien d'extérieur à part des choses nombrées, nous allons l'établir en fondant notre raisonnement sur l'unité pour que notre enseignement soit clair. En effet, si l'unité est quelque chose en soi, chacune des choses qui y participent devenant une part de par cette participation, cette unité sera soit une, soit aussi nombreuse que les choses qui y participent. Mais si elle est une, est-ce que chacune des choses qui y participent participe à sa totalité ou à une de ses parties? En effet, si l'homme 1, par exemple, possède l'unité tout entière, il n'y aura plus d'unité à laquelle participeront le cheval 1, le chien 1 ou chacune des autres choses que nous disons une. 159. Tout comme ayant posé un grand nombre d'humains nus et un manteau unique porté par un seul, les autres resteront nus et privés de manteau. Mais si chacun participe à l'une de ces parties, d'abord l'unité aura une partie, et les parties en lesquelles elle se divise seront en nombre infini, ce qui est absurde. Ensuite, comme une partie de 10, par exemple 2, n'est pas 10, de la même manière, une partie de l'unité n'est pas une unité. Pour cette raison, rien ne participera de l'unité. De sorte que l'unité à laquelle on dit que participent les choses particulières n'est pas unique. 160. Mais si les unités par participation auxquelles chacune des choses particulières est dite une sont en nombre égal aux choses nombrées dont on dit qu'elles sont une, les unités participées seront en nombre infini. Et elles participent soit à une unité de rang supérieur, soit à des unités en nombre égal au leur. Et c'est pour cette raison qu'elles sont une, ou elles n'y participent pas. Mais en dehors de toute participation, elles ne sont pas des unités. 161. Car si elles peuvent être des unités sans participation, chacune des choses sensibles pourra aussi être une sans participation à l'unité, et l'unité qu'on prétend considérer par elle-même est immédiatement renversée. Mais si elles aussi sont des unités à la suite d'une participation, soit toutes participent à une seule unité, soit chacune participe à une qui lui est propre. Et si c'est toutes à une seule, chacune sera dite participer soit à une partie, soit à la totalité, et les absurdités du début demeurent. 162. Mais si c'est chacune à une unité propre, l'unité doit être envisagée dans chacune de ces unités, et d'autres pour celles qu'on envisage avec elle, et sera à l'infini. Et cela à l'infini. Si donc pour saisir qu'il y a certaines unités par soi, par la participation auxquelles chacune des étangs est 1, il faut avoir saisi un nombre infini, deux fois un nombre infini d'unités intelligibles. Et s'il est impossible d'avoir saisi un nombre infini, deux fois un nombre infini d'unités intelligibles, il est donc impossible d'affirmer qu'il existe des unités intelligibles et que chacun des étangs est un, parce qu'il est devenu un par participation à des unités qui lui sont propres. 163. Il est donc absurde de dire qu'il y a autant d'unités que de choses qui y participent, mais si la dite unité n'est ni unique par soi-même, ni en nombre égal aux choses qui y participent, il n'existe absolument pas d'unité par soi. De la même manière, aucun des autres nombres n'existera par soi. En effet, on peut recourir pour tous les nombres au raisonnement qui a été ici proposé à titre d'exemple pour l'unité, mais si le nombre n'existe pas par soi-même, comme nous l'avons suggéré, et qui n'est pas les choses nombrées elles-mêmes, comme les successeurs de Pythagore l'ont établi, et qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il faut dire que le nombre n'est rien.